Eh bien, bonjour à tous. Voilà, j'aurais aimé pouvoir vous avoir dans la salle de conférence pour faire cette présentation. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, nous allons parcourir ensemble à travers ce diaporama commenter les grandes étapes de la procédure Parcoursup, voilà, pour que vous puissiez l'aborder de la façon la plus sereine possible. Et je vous proposerai un lien pour pouvoir poser vos questions et je prendrai le temps de faire un petit document de réponse à l'ensemble de vos questions. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne écoute, merci. Bonjour à tous, voilà donc le sommaire de notre vidéo sur l'orientation avec les formations du réseau lassalien sur le bassin lyonnais, les résultats obtenus pour Parcoursup par les élèves de centres scolaires l'année précédente et enfin les trois grandes étapes de Parcoursup, l'inscription, la formulation des vœux et la phase de réponse. Voici les différentes formations que nous avons dans le réseau lassalien, à savoir sur le site Néret un BTS technico-commercial. Je vous laisserai faire des pauses si vous voulez prendre le temps de regarder les informations de la diapositive. Un BTS de bioanalyse et de contrôle. Sur le site Néret, toujours une licence pro, donc qui suit les BTS, puisque là cette fois on est sur du bac+3, donc dans l'analyse des aliments et substances naturelles de qualité. Et enfin, une formation qui organise différentes choses pour se remettre à niveau, alors soit sur un point de vue scientifique, soit sur préparer les concours dans le paramédical ou surtout le secteur de la santé, du social et de l'enfance. Sur le site Sandar à Limonest, on retrouve un BTS Gestion et maîtrise de l'eau, un BTS Agronomie Production végétale, et enfin, un BTS technico-commercial avec une spécialisation dans les produits alimentaires et les boissons. Sur le site Saint-Barthélemy, on retrouve l'école d'ingénieurs de l'ECAM et les classes préparatoires aux grandes écoles dans leurs 4 formules. Voici on va dire, déroulé général de tout ce qui va concerner l'enseignement supérieur. Donc, lorsqu'un élève sort du baccalauréat, eh bien, il a plusieurs solutions. La première solution, ça va être de se diriger vers des études longues et avec un parcours assez spécifique qui correspond aux études de médecine. Donc là, on part sur 8 années d'études et parfois plus. Deuxième solution, c'est de partir sur la faculté. Donc c'est une licence qui se fait en 3 années, donc L1, L2, L3 pour les 3 années, et qui peut être suivie d'un master M1, M2 pour arriver jusqu'au niveau du doctorat, donc qui peut aller jusqu'à un bac+8. Enfin, on peut partir sur des classes préparatoires aux grandes écoles, donc CPGE. Elles existent dans différents domaines, les lettres, les sciences ou l'économie. Ces classes préparatoires en 2 années vont ensuite permettre aux élèves, souvent suite à un passage de concours, d'intégrer des grandes écoles qui peuvent être des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et donc on aura bien un parcours d'ingénieur en bac+5 composé de 2 années de classes préparatoires plus 3 années de l'école d'ingénieur. Une autre possibilité pour arriver au même niveau d'école d'ingénieur, par exemple, ou de commerce, c'est d'intégrer directement après le baccalauréat ces écoles, puisque certaines écoles permettent d'intégrer directement après le bac un cursus qui se fait cette fois en 5 ans. On retrouve ensuite des écoles un petit peu particulières, j'allais dire, les écoles dans le milieu paramédical, social, des bachelors, voilà, donc quelques formations qui sont souvent sur un schéma bac+3 qui peut ensuite être continué sur un bac+5. Par exemple, les écoles d'architecture mènent à un bac+5. Et enfin, on retrouve les BUT. Alors c'est un petit peu une nouveauté puisque c'est la deuxième année où les BUT ont remplacé les DUT et donc c'est plus un diplôme universitaire de technologie mais un bachelor universitaire de technologie. Bachelor qui se fait en 3 ans et qui permet d'avoir la reconnaissance, on va dire, européenne du niveau bac+3.
Et enfin, les BTS qui sont rattachés au lycée et qui permettent en 2 années de se préparer à un métier, donc par un brevet de technicien supérieur. Et puis vous voyez, il y a beaucoup de flèches, mais j'aurais pu en rajouter énormément parce qu'il existe beaucoup de passerelles qui permettent, après un BUT, d'aller sur une école d'ingénieur, par exemple, après une licence, de rentrer aussi dans une grande école, après un BTS, par des passerelles, d'arriver dans des écoles ou d'enchaîner avec une licence professionnelle. Bref, c'est un parcours qui n'est pas du tout linéaire et les élèves, les étudiants vont très facilement passer d'un parcours à un autre. Cette diapositive vous présente les filières qu'ont obtenues les élèves des Lazaristes sur le site Saint-Barthélemy suite à leur baccalauréat version 2021. Donc à gauche tout ce qui est bac général et puis à droite pour la filière STI 2D, filière technologique. On peut retrouver des grandes tendances. Donc dans le bac général, on peut voir qu'une grande partie des élèves s'orientent sur un bac plus 5, soit en passant directement par des écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs, donc à L2, 30% des élèves, et donc en rentrant directement un cursus sur 5 années, soit en passant par des classes préparatoires qui peuvent être scientifiques, économiques ou dans les lettres ou la biologie. Donc là, ça représente une petite vingtaine de pourcents d'élèves. Donc on a environ 50% d'élèves qui partent dès le post-bac sur des poursuites d'études à niveau bac plus 5. Ensuite, on a une partie du camembert qui est assez importante, c'est tout ce qui est domaine de la santé, puisque 12% des élèves se sont orientés sur des études de médecine. On retrouve une proportion aussi importante d'élèves qui sont partis en licence, donc des licences type droit, type STAPS pour le sport, des licences de langue, etc. Et enfin, quelques élèves qui sont partis dans des BUT, 2%, dans des bachelors, 2% aussi, ou dans des BTS, donc qui concernent simplement 1% des élèves de la voie générale. Et puis enfin, 1% d'élèves sont partis en école d'architecture, et d'autres élèves, environ 10%, sont partis faire leurs études à l'étranger, ou ont fait des écoles dans le domaine de l'art, de la musique, etc. Pour la filière technologique, on retrouve une tendance un petit peu identique, c'est-à-dire des élèves qui s'orientent vers des poursuites d'études à bac plus 5. Pareil, deux catégories. Une catégorie qui passe par la classe préparatoire TSI, donc c'est une classe préparatoire aux grandes écoles qui est réservée aux élèves de STI 2D qu'on a aux Lazaristes. Et du coup, on a un gros quart des élèves qui sont partis dans cette classe préparatoire. Et ensuite, une bonne partie des élèves, 34%, un tiers des élèves qui sont partis dans des écoles formant sur du bac plus 5, donc soit des écoles d'ingénieurs, soit des écoles qui ont parfois une double compétence à la fois dans le commerce et dans l'ingénierie. 13% des élèves sont partis dans des BUT, BUT qui est une filière, j'allais dire, naturelle pour les élèves de la voie technologie. Et puis 10% des élèves sont partis dans des BTS. Et puis enfin, on a quelques plus faible proportion d'élèves qui sont partis sur des bachelors en école de commerce ou en école d'architecture ou qui ont poursuivi en changeant de domaine en partant par exemple dans l'art, l'audiovisuel, etc. On retrouve trois grandes étapes pour Parcoursup avec les dates associées qu'il faut bien retenir. Donc la première étape, elle est en cours puisque c'est toute la découverte des formations qui s'étale jusqu'au mois de janvier. Le 21 décembre, le site Parcoursup a ouvert pour permettre justement de découvrir ces formations. La deuxième étape, c'est celle qui va commencer à être plus importante et à solliciter un peu plus le travail des jeunes. C'est à partir du 20 janvier puisque l'inscription va débuter. L'inscription est le choix des vœux qu'on souhaite faire sous Parcoursup. Donc ça, c'est une phase qui s'étale du 20 janvier au 29 mars. Du 29 mars au 7 avril, il faudra que les élèves aient gardé les vœux qu'ils souhaitent confirmer et que tous les dossiers soient bien complets pour faire cette confirmation, mais on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, du 2 juin au 15 juillet, les élèves recevront leurs réponses. Donc cette première phase d'inscription et de formation que nous allons détailler ensemble. Pour l'inscription, différents éléments sont nécessaires pour l'élève. Il faut indiquer une adresse électronique valide.
il faut que l'élève soit en possession de son INE, donc son identifiant national élève, qu'il retrouve sur le relevé de notes des épreuves anticipées. Donc ça, c'est tous les documents que vous avez pu récupérer sous Cyclades. Et puis enfin, il faut indiquer le numéro de portable du candidat, puisque par le portable, il y aura des alertes qui seront envoyées. Et les parents ou tuteurs peuvent également renseigner leur numéro de téléphone, ce que je conseille grandement, ce qui permet à plusieurs personnes d'être alertées et de réagir si parfois les délais sont courts. Donc cette inscription, bien, il faut la faire en prenant le temps, avec tous les documents que j'ai cités à portée de main pour qu'elle se passe bien. Donc lorsque l'élève va s'inscrire en entrant son INE, il va trouver toutes les informations sur sa scolarité dans un premier temps, et puis un peu plus tard dans l'année apparaîtront les résultats de première et de terminale sur ces différents bulletins. Donc il faut que l'élève vérifie bien la conformité de toutes les informations, parce qu'il faut qu'entre Parcoursup et les bulletins, on ait des choses qui soient tout à fait identiques. Et si jamais il y avait des informations qui manquaient, le candidat a la possibilité de les saisir manuellement. J'attire votre attention sur le fait que toutes les corrections des erreurs qui sont liées au profil doivent être corrigées lors de la première connexion. Voilà, donc il faut créer le dossier, lire et signer une charte, entrer son INE et sa date de naissance, vérifier si toutes les informations d'identité et d'état civil sont correctes, bien mémoriser le mot de passe qui sera donné, ça c'est vraiment essentiel pour se connecter ultérieurement, et puis ensuite on retrouvera des informations liées à la scolarité. Voici différentes rubriques qui concernent l'ensemble des formations auxquelles le candidat va postuler. Donc il y a une rubrique qui s'appelle éléments liés à ma scolarité, où l'élève peut saisir des informations qu'il souhaite faire connaître aux établissements post-bac. En général, c'est par exemple pour expliquer un parcours un petit peu différent de scolarité. Peut-être qu'il y a des élèves qui ont eu un trimestre où il n'y avait pas de notes parce qu'ils ont été absents à cause de problèmes de santé, etc. Donc c'est une rubrique dans laquelle l'élève peut expliquer, prendre le temps d'expliquer ce qui s'est passé dans sa scolarité afin que le dossier soit lu et compris de façon complète par les écoles post-bac. On retrouve ensuite sous Parcoursup un moteur de recherche de formation là, donc, qui est déjà ouvert. On peut faire des recherches par différents critères géographiques avec une carte interactive, en choisissant un domaine de formation, en choisissant des caractéristiques comme la durée, le type de diplôme, etc. Donc ça c'est vraiment une source riche par rapport à tout ce qu'on peut trouver, puisque toutes les formations qui sont sous Parcoursup sont listées à travers ce moteur de recherche. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi bien pour s'inscrire, mais aussi pour rechercher des idées, avoir des informations sur les études. Parcoursup va pour chaque formation choisie à travers le moteur de recherche donner des fiches qui donnent beaucoup d'informations. Des informations sur le déroulement des études, le contenu et l'organisation de la formation, et aussi des informations sur les connaissances et les compétences attendues. C'est important parce que ça va permettre à l'élève de savoir les caractéristiques qu'on attend d'un candidat. Donc ça peut aider pour faire sa lettre de motivation et aussi pour savoir si son profil est bien adapté par rapport à la formation qu'on convoite. Enfin, on va trouver tout en bas de la fiche beaucoup de valeurs qui proviennent de l'année antérieure et qui sont vraiment intéressantes pour se situer, puisque pour chaque formation, on pourra trouver le nombre de places que la formation a proposé l'année dernière, le nombre de candidats qui ont formulé des vœux pour cette formation, et on peut savoir, par rapport au classement des candidats, combien est-ce qu'ils en ont pris au total. Donc je vous invite à aller voir ces données. Sous Parcoursup, les formations vont être divisées en deux catégories, les formations non sélectives et les formations sélectives. Alors les formations sélectives, c'est les formations qui vont recruter en prenant le dossier d'un élève et en finalement classant les dossiers. Ces formations ont une caractéristique, c'est qu'elles peuvent refuser un dossier. Donc si on postule dans une formation sélective comme une classe préparatoire, la classe préparatoire peut refuser le dossier de l'élève qui ne sera jamais pris dans cette formation. Pour les formations dites non sélectives, c'est un petit peu différent puisqu'elles ne peuvent pas refuser de dossier. Elles vont étudier les dossiers de l'ensemble des élèves.
Il y a tout de même une limitation importante, c'est la capacité d'accueil. Si on a une licence qui est dite non sélective, eh bien cette licence va pouvoir accueillir des élèves dans la limite de ces places qu'elle a dans son amphithéâtre. Donc ça nous mène forcément à un classement des candidats, et même si la formation non sélective ne peut pas dire non, elle va laisser les candidats sur liste d'attente jusqu'à la fin de la procédure, et il n'y aura pas de place pour tout le monde forcément dans les licences non sélectives. Donc les formations non sélectives, c'est principalement des licences, c'est aussi le parcours d'accès aux études de santé, la PASS, qui elle est notée comme non sélective, mais il y a beaucoup moins de places que de candidats. Nous allons faire quelques petits zooms sur certaines formations qui ont des spécificités. On commence par les études de médecine. Deux voies d'accès pour les études de santé. Une première voie d'accès qu'on appelle la LAS et une deuxième voie d'accès qu'on appelle le parcours spécifique accès santé qui est la PASS. Alors je vais commencer par la LAS qui n'est pas l'accès le plus direct et le plus commun, j'allais dire, pour aller aux études de santé. La LAS, qu'est-ce que c'est? C'est une licence, donc une licence qui peut être dans plein de domaines, hein, en droit, en SVT, en mathématiques, en physique, dans les lettres. Et cette licence propose une option accès santé. Donc globalement, l'étudiant va faire pendant sa première année 80% du temps l'enseignement de la licence qu'il aura choisie, par exemple sciences et vie de la Terre, et 20% du temps des enseignements liés à la santé. À la fin de sa première année, il peut candidater dans les études de santé. Alors cette candidature, elle peut être prise en compte uniquement pour les très bons dossiers, donc il faut vraiment avoir très bien réussi sa première année de licence. Donc le candidat, s'il est admis dans les études de santé, peut continuer. Si jamais il n'est pas admis dans les études de santé, mais qu'il avait validé sa première année de licence, à ce moment-là, il peut passer en deuxième année de licence et il pourra à la fin de sa deuxième année candidater pour des études de santé. Si sa première année de licence n'est pas validée, à ce moment-là, il ne pourra pas candidater aux études de santé. Voilà, cette voie d'accès représente un faible pourcentage et pour un étudiant qui sait qu'il veut faire des études de médecine, c'est pas celle que je préconiserais. Donc la voie, on va dire, la plus classique, quand on sait absolument qu'on veut faire médecine, c'est le PASS, donc le parcours d'accès spécifique aux études de santé. Donc c'est un accès qui a là aussi une option disciplinaire et le fonctionnement est un petit peu inversé par rapport à la voie d'accès précédente, c'est-à-dire que 80% du temps l'élève va étudier les disciplines liées à la santé et 20% du temps il va étudier une autre option disciplinaire, donc ça peut être du droit, de la biologie, des langues, des mathématiques, voilà. À la fin de cette première année, soit l'étudiant est bien classé et il peut candidater aux études de santé. S'il n'est pas admis dans ces études de santé, il va pouvoir poursuivre dans la deuxième année de la licence de l'option disciplinaire choisie. Si par exemple il avait fait une passe avec une option disciplinaire de mathématiques, il pourra continuer en deuxième année de licence de mathématiques et à la fin de cette deuxième année recandidater pour les études de santé. Là aussi, si la première année de licence n'est pas validée, il n'y aura pas de candidature possible aux études de santé. C'est la majorité des élèves qui vont accéder aux études de santé par ce parcours. C'est un parcours qui est très exigeant, donc il faut se préparer à une grande quantité de travail pendant cette première année. Un autre petit zoom sur le BUT, le Bachelor universitaire de technologie, qui remplace depuis 2 années le DUT, qui était le diplôme universitaire de technologie. Ce bachelor change par rapport à l'IUT parce que c'est une formation qui se fait en 3 ans. Jusque-là, un DUT se faisait en 2 années. Ça, c'est pour arriver à une équivalence européenne de licence, donc être reconnu comme Bac+3. On va garder le même type d'enseignement que pour les anciens DUT, avec des petits groupes, beaucoup de cours et de TP et de TD qui sont en petits effectifs. Et on retrouve les mêmes mentions de BUT, donc de Bachelor universitaire de technologie, que ce qui existait de spécialité pour les IUT. Donc un IUT
génie mécanique productique devient un BUT génie mécanique productique. Les écoles d'ingénieurs sont encore intéressées pour recruter, par exemple, après un IUT en Bac+2. Donc il va y avoir des passerelles qui vont continuer d'exister. On ne sera pas obligé d'aller jusqu'à sa 3e année de bachelor pour pouvoir intégrer d'autres poursuites d'études. La classe préparatoire ECG, donc classe préparatoire économique, commerciale, voie générale, qui remplace depuis 2 années les anciennes classes préparatoires ECS et ECE. Donc une nouvelle classe préparatoire ECG, donc c'est économique et commerciale voie générale, qui remplace les 2 prépas qui étaient soit en voie scientifique ou économique. Pour choisir ces prépas, on a 2 enseignements à choisir parmi les sciences humaines et sociales et parmi des enseignements de mathématiques, ce qui fait qu'on arrive à retrouver les voies qui existaient un petit peu auparavant, mais la désignation a changé. Chaque formation dispose d'un référent handicap pour demander des aménagements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si un élève avait des aménagements, par exemple en terminale pour son baccalauréat, il peut continuer de demander des aménagements dans l'enseignement supérieur. Au moment de Parcoursup, on va indiquer sous Parcoursup qu'on avait des aménagements. Cette information ne sera pas transmise aux établissements du supérieur, c'est-à-dire que l'étude de dossier se fera sans que l'établissement ait connaissance d'une demande d'aménagement. C'est au moment où l'école va accepter l'élève et que l'élève va dire « oui, je viens dans votre école » que l'établissement du supérieur sera averti et aura une petite notification qui lui dira « cet élève avait des aménagements et pense en redemander pour l'année en cours ». Il faudra à ce moment-là prendre contact avec le référent handicap dont on trouve les coordonnées sur la fiche de la formation. On passe à la 2e phase de Parcoursup qui est la réalisation des vœux. Donc là, on a 2 dates importantes à retenir, donc qui est le 29 mars 2022, qui sera le dernier jour pour ajouter des vœux. C'est-à-dire qu'un candidat, s'il s'aperçoit après le 29 mars, il découvre une formation qui lui aurait plu, auquel il aurait aimé postuler, ça ne sera plus possible. Ensuite, la 2e date à retenir, c'est le 7 avril, où les dossiers doivent être complets pour pouvoir être envoyés aux écoles. Donc voilà, donc 29 mars et 7 avril qui sont ces 2 dates essentielles. Au total, les élèves peuvent faire 10 vœux motivés non classés. Alors, 10 vœux motivés parce que pour chaque vœu, il y a un petit encart qui permet à l'élève d'expliquer ses motivations. Un petit peu comme une lettre de motivation, mais voilà, plus simple parce qu'il n'y a pas la forme à mettre en œuvre. Et ensuite des vœux non classés parce qu'on ne va jamais demander à l'élève de dire « je préfère telle école par rapport à celle-ci ». Les écoles ne savent pas quels sont les vœux qu'ont émis les élèves et les élèves pourront faire leur choix au moment des réponses. Ces vœux peuvent aussi se décomposer en vœux multiples. C'est souvent des regroupements de formation. Par exemple, un IUT, donc, qui va permettre de passer un BUT, un Bachelor Univers Technologie. Il y en a dans beaucoup de villes avec la même désignation. Je reprends l'exemple du BUT Génie Mécanique Productique. Un élève va peut-être vouloir s'inscrire à Lyon, à Saint-Étienne, à Annecy, à Dijon, peu importe. S'il s'inscrit dans cette même mention de BUT, elle ne sera considérée comme un seul vœu avec des sous-vœux. Donc si on s'inscrit dans un IUT Génie Mécanique et dans 4 lieux différents, ça sera considéré pour un seul des 10 vœux et ça sera considéré comme étant 4 sous-vœux. Donc on a un regroupement qui se fait à l'échelle nationale, par exemple pour les BUT. Au total, l'élève peut donc formuler 10 vœux et des sous-vœux dans un maximum de 20 sous-vœux. Donc c'est ce que je vous disais, ce sont les BTS, les BUT qui sont regroupés par spécialité à l'échelle nationale, les DN-MED qui sont aussi regroupés par mention à l'échelle nationale, le diplôme de comptabilité et gestion, pareil, et les classes préparatoires par voie. Donc si on demande une classe préparatoire MPSI dans 5 établissements, ça sera considéré comme étant un seul vœu, 5 sous-vœux.
On conseille toujours aux élèves de demander les classes préparatoires avec et sans internat pour un élève qui souhaite avoir l'internat. Ça lui permettra d'avoir une réponse en général plus rapide, de savoir s'il est accepté sans internat et dans un deuxième temps une réponse pour l'internat. Donc ce temps-là permet d'éviter un petit peu de stress et demander un établissement avec et sans internat pour les classes préparatoires ne compte que pour un seul sous-vœu. Les formations dans le nombre de vœux n'est pas limité, alors c'est un petit peu des exceptions. Les instituts de formation en soins infirmiers, on peut demander autant de sous-vœux que l'on souhaite. Voilà, vous retrouvez ici dans cette diapositive ces éléments. J'allais dire que le point le plus important, c'est peut-être les écoles qui recrutent sur des concours. Donc quand on a un concours qui contient 16 écoles par exemple, eh bien ce concours sera considéré comme étant un seul vœu et après l'élève pourra choisir autant d'écoles qu'il le souhaite dans ce concours. Donc un seul vœu et les écoles ne seront pas considérées comme des sous-vœux. Le cas de l'apprentissage. L'apprentissage est une démarche un petit peu parallèle, j'allais dire, à Parcoursup, qui se fait aussi à l'intérieur de Parcoursup, mais en fait on a droit à 10 vœux, j'allais dire classiques, et on a aussi droit jusqu'à 10 vœux en apprentissage. Donc cet apprentissage, vous pouvez le trouver dans le moteur de recherche, il y a une case qui permet de filtrer par apprentissage les formations. Ces 10 vœux, j'allais dire, ce qui est important dans l'apprentissage, c'est de rechercher une entreprise. Donc voilà, la grande difficulté, c'est ça. Et il faut vraiment, si des jeunes sont intéressés par l'apprentissage, que la recherche d'une entreprise commence au plus tôt. Deux petites particularités. Lorsqu'un élève va postuler sur une licence de droit ou certaines licences scientifiques, parfois il peut y avoir un questionnaire et on demande à l'élève de répondre de façon obligatoire à ce questionnaire. Alors, il faut savoir que c'est un questionnaire qui est juste là à titre informatif pour que l'élève puisse se jauger par rapport à la formation et voir si ce qu'il imagine de la formation correspond à ce questionnaire et donc à la réalité. Les résultats de ces questionnaires ne seront pas transmis aux universités. Voilà, c'est simplement pour se donner une idée de ses compétences dans le domaine. Deuxième chose, si un élève souhaite faire une année de césure pour l'année prochaine, à ce moment-là, on peut faire la demande sous Parcoursup. Ça a un avantage, c'est que ça permet quand même de postuler aux écoles. Donc les écoles vont voir une candidature sans avoir connaissance de la demande d'une année de césure. Et au moment où elles vont accepter le candidat et que le candidat va dire « oui, je viens dans votre école », à ce moment-là, il va y avoir aussi une petite alerte qui va dire « ce candidat a demandé une année de césure ». Ce n'est pas une obligation, mais les écoles sont très fortement incitées à garder une place pour l'année d'après à l'élève, qui lui évitera donc de refaire la démarche sous Parcoursup. Donc c'est confortable pour l'élève qui sait qu'à l'issue de son année de césure et de son projet, il pourra intégrer une école dans laquelle il a déjà été accepté. Il faut bien sûr que l'année de césure soit justifiée voilà, par un projet qui peut être partir à l'étranger ou un projet associatif. Troisième étape, il va falloir valider les vœux. Étape de validation des vœux. Donc pour qu'un vœu soit pris en compte, il faut qu'il soit confirmé. Tant qu'un vœu n'est pas confirmé, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Pour que ce vœu puisse être confirmé, il faut que le dossier soit complet. Donc ça doit obligatoirement être fait avant le 7 avril. Donc je vous répète que jusqu'au 29 mars, on peut ajouter des vœux et on a ensuite jusqu'au 7 avril pour le confirmer. Pour pouvoir confirmer ce vœu, il faut avoir rempli le projet motivé. Donc pour chacun des vœux, une mini-lettre de motivation de 1500 caractères maximum, sans s'embêter avec le format. Mais voilà, c'est une étape importante, c'est cette partie motivation. Ensuite, il faut aussi que le projet, que la rubrique préférences et autres projets soit complétée, que s'il y a quelques autres pièces à ajouter demandées par certaines formations, elles soient mises. Et enfin, pour confirmer les vœux, il faut que l'intégralité des notes ait été remontée. Donc on ne peut pas confirmer un vœu très rapidement, dans le sens où il faut que le conseil de classe du deuxième trimestre soit passé, que les notes aient été saisies, remontées sous Parcoursup, avant de pouvoir valider. C'est pour ça que cette confirmation se fait en général entre fin mars et début avril. J'insiste sur le fait
que les élèves doivent respecter un délai, une petite contrainte de l'établissement par rapport au conseil de classe du deuxième trimestre qui a lieu début mars. Pendant ce conseil de classe, on va étudier les vœux qui ont été mis par les élèves sous Parcoursup et à partir de cette étude, émettre justement des conseils pour les élèves en disant bah voilà, le panier est bien ou le panier nous paraît pas assez étoffé. Donc ça sera une exigence qu'on aura, c'est que les élèves aient mis leurs vœux au mois de février pour qu'on puisse les étudier sereinement au cours du conseil de classe du deuxième trimestre. Les rubriques à compléter donc pour cette validation des vœux, la rubrique préférences et autres projets, qui est une rubrique obligatoire qui va rester à l'intérieur de Parcoursup, qui va permettre à l'élève de dire voilà, j'aimerais faire des poursuites d'études plutôt courtes, dans un domaine plutôt scientifique. On explique un petit peu ce qu'on souhaite. Ça servira si jamais il y a une commission, si jamais l'élève n'a pas obtenu de vœux, il y a une commission qui va étudier son profil et lui proposer des formations en adéquation avec ce projet. Donc c'est important de le compléter, même si on espère qu'elle ne servira pas. Deuxième activité, deuxième rubrique qui elle est facultative, mais qui d'après moi est très importante, c'est la rubrique activités et centres d'intérêt. Il faut vraiment, à travers cette rubrique, que l'élève puisse se distinguer des autres candidats, parce que ça correspond finalement un petit peu à un CV, et on peut expliquer ses expériences, aussi bien dans l'animation, aussi bien tous les engagements qu'on a pu faire à titre bénévole, des stages, voilà, des pratiques sportives, tous les engagements. Donc voilà, c'est vraiment un atout supplémentaire. Le conseil de classe du deuxième trimestre, donc qui se déroule début mars pour nous, va être un moment important pour l'orientation, puisqu'on va examiner chaque vœu de l'élève. Donc au moment du conseil de classe, on projette au vidéoprojecteur les vœux que l'élève aura mis sous Parcoursup. Et c'est vraiment un moment où le conseil de classe porte bien son nom, puisqu'on va justement, en regardant les vœux, dire ces demandes nous paraissent cohérentes par rapport au niveau de l'élève, ou au contraire dire ces demandes nous paraissent un petit peu ambitieuses, il faut peut-être prévoir un plan B, un plan C. Donc à l'issue du conseil de classe, on veut pouvoir alerter les élèves s'il y a des choses qui nous paraissent un petit peu dangereuses par rapport à Parcoursup. Il est donc très important que les élèves aient complété leurs vœux et saisi leurs vœux avant le conseil de classe. Donc il va falloir anticiper un petit peu la date du 11 mars, puisque nous, il va falloir que fin avril, les vœux soient déjà saisis. Pour être complet, différents éléments vont être transmis aux écoles du supérieur, donc à savoir le projet de formation motivée, donc la lettre de motivation qui va avec le vœu, les différentes pièces complémentaires qui peuvent parfois être demandées par certaines formations, la rubrique activités et centres d'intérêt lorsqu'elle a été renseignée, et la fiche à venir. La fiche à venir, c'est une fiche qui est complétée par les professeurs, professeurs principaux et le chef d'établissement, dans laquelle on retrouve les résultats des 2 premiers trimestres de terminale et dans laquelle on retrouve des avis par rapport à la capacité à l'élève à poursuivre dans tel type d'études. Et en plus de ces éléments, sont mis à disposition par l'intermédiaire de Parcoursup aux études post-bac, les bulletins scolaires de la classe de première, les notes des épreuves anticipées de français, les bulletins scolaires du premier et du deuxième trimestre de terminale et les notes des 2 épreuves de spécialité passées en terminale. L'étude des vœux va se faire par les formations post-bac à partir du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai. Cette étude va permettre aux écoles de classer les meilleurs dossiers du meilleur au moins bon dossier. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi quelques critères qui rentrent en compte, quelques quotas qui sont mis en place. Donc, par exemple, les élèves boursiers ont un nombre de places qui sont priorisées. Pour les BTS, il y a là aussi un nombre de places qui est réservé pour les bacheliers professionnels et pour les BUT, un nombre de places qui est priorisé pour les bacheliers technologiques. Dernière phase, c'est la phase des réponses, puisque les vœux ont été faits, et maintenant il faut patienter à partir du mois d'avril jusqu'au mois de mai, le temps que les études supérieures choisissent qui ils vont prendre.
Pour la phase de réponse, on peut retrouver 3 types de réponses. La réponse oui, la réponse en attente ou la réponse non. Alors, la réponse non, eh bien, le dossier du candidat n'a pas été classé parmi les dossiers que l'école souhaite conserver. Donc si c'est une école formation sélective, ben, elle peut dire non à l'élève qui ne sera pas pris dans cette école. Si l'élève au contraire a un dossier qui correspond bien à l'école, il va avoir une proposition d'admission, donc une réponse oui, et là le candidat peut soit l'accepter, soit la refuser. Et enfin, un cas qui arrive très fréquemment, parce que Parcoursup est une machine à fabriquer des vœux, donc les élèves vont faire beaucoup de vœux, il va donc y avoir beaucoup d'élèves qui vont se retrouver en liste d'attente, donc la réponse en attente. Quand on est en attente, on peut choisir de maintenir le vœu, pour justement rester sur la liste d'attente, ou on peut aussi choisir d'y renoncer. C'est globalement la même chose pour les formations non sélectives. La différence, c'est, je vous l'avais expliqué, qu'une formation non sélective ne peut pas dire non, donc elle va dire soit oui, soit en attente, et parfois elle peut dire oui, si. C'est dans des cas un petit peu particuliers, par exemple pour un élève qui avait des spécialités très éloignées de la formation qu'il demande. À ce moment-là, peut-être que la licence dans laquelle il va postuler va lui dire oui, on vous accepte, mais à condition que vous fassiez un petit module de remise à niveau au début du mois de septembre pour réussir la formation. Donc voilà l'explication de ce oui-si. Mais il faut retenir qu'il y a 3 réponses possibles, soit oui, on est admis, soit on est en attente, soit c'est un non. Sur cette diapositive, nous allons comprendre comment fonctionne le classement par les écoles post-bac. Donc en fait, l'ensemble des dossiers vont être classés du meilleur au moins bon. Donc dans le diagramme que l'on voit à l'écran, on peut voir qu'il y a un classement sur 3000 candidats qui ont postulé, un classement du premier candidat, le meilleur, jusqu'au 3000e qui est le moins bon dossier. On va imaginer que cette école dispose de 400 places pour la rentrée. Une fois ce classement fait, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le premier jour des réponses de Parcoursup, les 400 premiers dossiers vont recevoir une réponse oui. Ensuite, l'école va avoir choisi un certain nombre de candidats qui peuvent possiblement rester sur liste d'attente, par exemple 2000 candidats. C'est-à-dire que sur les 3000 dossiers, les 1000 moins bons dossiers recevront une réponse non. Et pour tous les autres candidats, donc du 400e au 2000e, ils seront mis sur liste d'attente. Petit à petit, des élèves vont refuser l'admission à cette école parce qu'ils ont d'autres écoles qui les intéressent plus, donc ils vont libérer des places et petit à petit, les élèves qui étaient sur liste d'attente vont se voir proposer un oui et ainsi de suite. On voit que les chiffres peuvent évoluer. Sur la gauche en gris, je vous ai mis le rang du dernier admis par exemple et des informations qu'on peut retrouver pour l'année N-1. Donc on peut imaginer que l'année précédente, cette école avait 350 places au lieu des 400 cette année et que l'année dernière, le dernier candidat admis était le 1200e dossier. Sur un nombre de candidats qui était 2800. Alors ces chiffres qu'on a à disposition de l'année antérieure vont permettre de se faire une idée quand on est 600e sur la liste d'attente, eh bien on peut se dire que on devrait avoir de grandes chances d'être pris dans cette école. Lorsqu'on va être en liste d'attente, le candidat va voir différentes informations apparaître pour chaque formation. Je voulais les décortiquer avec vous parce que c'est un moment qui est relativement stressant de voir qu'on est sur liste d'attente, qui peut inquiéter l'élève et on a possibilité de se rassurer un petit peu ou en tous les cas d'être objectif sur la situation en regardant ces critères. Alors ces critères, ils sont les suivants. On peut voir le nombre de places qu'on a dans le groupe. Donc c'est-à-dire que la formation dont j'ai pris la capture d'écran, là dans l'exemple à droite, propose 19 places. Ce qu'on appelle dans le groupe, c'est par exemple pour les bacheliers généraux. Donc on a 19 places pour les bacheliers généraux. Donc ça, c'est une valeur qui ne va pas changer. Il y a 19 places dans la formation. La formation va avoir classé les dossiers du meilleur, le numéro 1, jusqu'au moins bon. Si elle a reçu 200 dossiers, donc elle a classé du 1 jusqu'au 200. On peut voir comment est-ce que le dossier du candidat a été classé. Ici,
le dossier a été classé 40e. C'est pour la formation, par rapport à ces critères, le 40e meilleur dossier qu'elle ait eu. Donc c'est une valeur qui ne va pas changer au cours du temps. Deuxième information, la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission. Au moment de la capture d'écran, le 22e candidat, donc le 22e meilleur dossier, avait reçu une réponse positive. C'est un chiffre qui va évoluer tous les jours. Vous verrez, on s'habitue le matin de bonne heure à aller regarder comment a évolué sa position sur la liste d'attente. La position dans la liste d'attente, c'est un chiffre qui évolue mais qui est finalement pas très significatif. Par contre, ce qui va être plus intéressant, c'est la dernière rubrique, la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission, alors l'année précédente. Pour vous, ça sera écrit en 2020. Et là, c'est une information importante puisque ici, ça veut dire que dans la formation regardée, pour remplir les 19 places, le dernier admis était le 41e dossier, donc le 41e meilleur dossier. Ça permet d'avoir une indication, alors ça reste une indication, ça ne veut pas dire que ça se passe chaque année de la même façon, mais globalement un candidat qui se retrouve 30e sur la liste d'appel peut se dire qu'il a de grandes chances d'être pris. Si au contraire on est 110e sur la liste d'appel et qu'on sait que l'année dernière ils étaient allés jusqu'au 41e, il faut se dire que la probabilité d'être pris dans cette formation, ça va peut-être pas être si facile que ça. Les réponses. On reçoit les réponses donc au fil du temps sous Parcoursup et à chaque fois qu'on reçoit une réponse, il faut que le candidat y réponde. Et on a un délai court pour répondre, globalement un délai de 3 jours à partir du moment où on a reçu la réponse. Donc si on reçoit la réponse le lundi, il faut que le mercredi, on ait donné, nous, notre réponse. Est-ce que je garde le vœu ou est-ce que j'y renonce ? Il ne faut surtout pas laisser passer ces échéances parce que Parcoursup ne fait pas de cadeau dans ces cas-là. Si on laisse passer une échéance, il considère qu'on démissionne finalement et abandonne les autres vœux. Donc voilà, c'est vraiment une étape importante. On reçoit des notifications par SMS, par mail, sur l'application Parcoursup qu'on peut installer sur son téléphone. Et puis enfin, dans la messagerie intégrée au dossier Parcoursup quand on va sur Internet. C'est là que c'est intéressant d'avoir saisi l'adresse des parents parce que les parents peuvent aussi être informés d'une alerte et permettre d'assurer un bon respect des délais. Voici 4 exemples qui vont permettre de connaître un petit peu et de savoir comment réagir au moment de la phase des réponses. Le premier cas, c'est le lycéen qui reçoit une seule proposition d'admission. Il a ses autres vœux en attente, donc il a 2 solutions, soit d'accepter la proposition ou d'y renoncer. Quand on a une seule école qui pour l'instant répond du oui, eh bien, mon vrai conseil, c'est de ne surtout pas y renoncer tout de suite. On indique les vœux qu'on souhaite maintenir en attente après dans la liste. Enfin, dernière chose qui sera systématique, on peut accepter définitivement la réponse positive. Et donc là, quand on accepte, ça veut dire qu'on ira dans cette formation. Donc ça annule de façon automatique la totalité des autres vœux. Mais si c'est l'école qu'on souhaite faire, c'est important de l'accepter parce que ça va justement permettre de libérer des places pour les autres candidats dans les autres établissements où on était en attente. Le deuxième cas, c'est le cas d'un lycéen qui a plusieurs propositions d'admission. Donc plusieurs oui pour plusieurs formations, au moins 2, et puis qui a aussi des vœux en attente, et puis qui a peut-être reçu le 27 mai des réponses négatives aussi. Donc les réponses négatives, elles disparaissent. Les réponses positives, il y a une règle importante, c'est que dès qu'on a 2 ou plus de 2 réponses positives, à ce moment-là, il faut en garder une seule et renoncer aux autres. Donc c'est là qu'il est important pour l'élève d'avoir, j'allais dire, dans sa tête, choisi les écoles dans lesquelles il voulait aller. On va toujours avoir la possibilité de maintenir des vœux en attente. Donc par exemple, si j'ai fait une dizaine de vœux et que dans l'ordre de mes préférences, c'est mon 3e, 4e et 6e vœu qui me disent, qui m'acceptent pour l'instant, je vais pouvoir dire oui à mon 3e vœu, je vais pouvoir dire non à celui que j'avais classé en 4 et en 6e position, ça va libérer des places. Et ensuite, je vais pouvoir maintenir en attente mes préférences numéro 1 et 2. Et on va pouvoir les maintenir autant de temps jusqu'à la fin de la procédure ou jusqu'à ce que j'ai une réponse positive de ces formations. Donc on dit oui
à l'école qui nous plaît le plus. Alors c'est pas un oui définitif, hein, c'est juste on lui dit oui, mais j'attends d'autres réponses. Et puis à chaque fois au fil du temps qu'une nouvelle école répondra par un oui, dès qu'il y aura 2 oui, on n'en gardera qu'une seule parmi les 2. Toujours pareil, si on accepte définitivement une proposition, ça annule tous les autres vœux puisque c'est l'école dans laquelle on ira. Et à ce moment-là, il faudra participer à l'inscription administrative de la formation pour y être inscrit. Troisième cas, le lycéen ne reçoit que des réponses en attente. Alors, il faut se dire qu'être en attente, c'est très fréquent. Voilà. Les listes vont évoluer et donc il ne faut pas paniquer. Et il faut aller consulter les indicateurs dont on parlait auparavant pour voir les chances et évaluer les chances qu'on a. Les places vont se libérer, il faut être confiant par rapport à ça. Quatrième cas, c'est pas le cas qu'on préfère, puisque c'est le cas où le lycéen ne reçoit que des réponses négatives. Donc ça signifie qu'il n'a aucune école qui l'ont accepté. Alors heureusement, tout n'est pas perdu, puisqu'il faut participer à la procédure qu'on appelle la procédure complémentaire. Donc dès la parution des résultats, il faut demander conseil auprès des professeurs principaux pour chercher d'autres formations et ça sera donc une possibilité de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux en procédure complémentaire. Cette procédure complémentaire commence le 23 juin et c'est les formations qui ont gardé quelques places qui proposent ces places. Donc il faut être réactif sur les places qui sont proposées. Quand on voit des formations qui nous intéressent, eh bien on repostule et on a une réponse rapidement après avoir postulé. Lorsqu'un candidat a accepté définitivement une proposition, il reste encore une étape, c'est l'inscription administrative dans l'établissement. Les modalités de cette inscription dépendent de chaque école, mais une fiche d'information est à la disposition du candidat quand il accepte définitivement le vœu. Donc il faut bien suivre les modalités propres à chaque établissement pour être inscrit de façon définitive. Pour terminer, quelques informations diverses dans les dernières diapositives de cette présentation. La phase complémentaire, donc pour les lycéens qui n'ont reçu aucune proposition d'admission ou qui sont encore au 23 juin sur liste d'attente pour l'ensemble de leurs vœux. Comme je vous le disais, il faut réfléchir à un nouveau projet d'orientation et puis cette phase complémentaire permet de formuler 10 nouveaux vœux dans des formations qui disposent de places disponibles. L'autre solution, c'est si on n'a rien obtenu non plus dans la phase complémentaire, à partir du mois de juillet, il y a une commission qui existe et qui se réunit pour étudier les dossiers et aider les candidats à trouver des formations. Et pour cela, il s'appuie sur la rubrique préférences et autres projets. Voilà, donc il faut avoir, pour pouvoir solliciter cette commission, d'abord passer l'étape de Parcoursup standard, puis ensuite avoir formulé des vœux dans la phase complémentaire. Et s'il n'y a aucun succès sur ces deux parties, c'est à ce moment-là que la commission peut être mise en marche. Enfin, il est facile de contacter Parcoursup par différents moyens et ils sont relativement réactifs. Donc vous trouvez le numéro vert et puis surtout le contact à partir de Parcoursup. Il y a une rubrique contact dans laquelle il est possible d'écrire et on a en général des réponses assez rapides. Donc ne pas hésiter à demander directement à Parcoursup. La sectorisation géographique, donc pour les licences et les passes, il y a une préférence, on va dire, géographique, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de places qui est réservé dans les licences aux candidats en provenance de l'académie de la licence. Donc globalement, un candidat qui est domicilié dans l'académie de Lyon a plus de chances d'être accepté dans une licence dans l'académie de Lyon que dans une licence hors de l'académie. Ça n'empêche pas de les demander, mais il faut avoir conscience de cette préférence. Enfin, pour demander des aides financières et des logements, ça se fait sur le site messervicesétudiants.gouv.fr, donc pour se mettre en lien avec le Crous. Ce diaporama touche à sa fin. Je crois qu'il faut rester zen par rapport à la procédure Parcoursup. Voilà, les jeunes ont conscience des échéances qui les attendent. C'est une procédure qui, même s'ils ne le montrent pas toujours, les stresse forcément. Donc je crois que le rôle des parents, c'est de les accompagner au mieux, d'essayer d'échanger par rapport à cette procédure, mais voilà, en essayant de rester le plus zen possible. Je vous remercie. Au revoir.